Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On va combien d'années en arrière? On va 140 ans en arrière. Ouais. L'histoire, c'est bon. On va 140 ans en arrière. Eh ben, le 22 mai 1885 disparaissait l'une des plus grandes figures de la littérature et de la culture du 19e siècle française, à savoir Victor Hugo. Voilà, tout le monde connaît Victor Hugo. Il est misérable. Voilà, il était né en 1802 et disparu en 1885. Il est né précisément le 26 février 1802 à Besançon, 3 ans après la Révolution française de 1789. Donc, il naît à l'époque qu'on appelle le Consulat. Et donc, à partir de là, il va avoir une ascension, je dirais, une ascension littéraire fulgurante, puisque en 1819, il n'a que 17 ans et il commence à recevoir ses premières récompenses, notamment de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse. 17 ans? Oui, pour 2 poèmes qu'il avait écrits à l'endroit des royalistes. Et puis, tout jeune toujours, il va déjà avoir une espèce de conscience politique et il va se ranger parmi les ultra-royalistes et va même écrire une chanson à la naissance inespérée, à la naissance du fils de Louis XVIII. Les royalistes, c'est ceux qui défendaient la royauté. Voilà, ils voulaient que la France reste sous le règne d'un roi. Exactement. Et donc, lui, il était au départ un royaliste. Et donc, il va écrire un poème à la naissance du duc de Bordeaux, donc le fils de Louis XVIII, ce qui lui vaudra évidemment une récompense de la part du souverain. En 1825, il va même recevoir la Légion d'honneur, en même temps qu'un autre de ses très célèbres contemporains qui s'appelle Alphonse de Lamartine. Et donc, il va aussi, par la suite, assister au sacre de Charles X, successeur de Louis XVIII. C'était à Reims. Il faut savoir que Reims, c'est une vieille ville française. La cathédrale de Reims, c'était la cathédrale où on intronisait les rois de France. Et donc, il va assister au sacre de Charles X. Et donc, à cette époque-là aussi, il va, dans le cadre toujours de sa conscience politique, il va aussi s'engager contre la peine de mort. Et là, il va évidemment s'associer avec un certain nombre d'autres intellectuels français dans ce que l'on considérait même déjà à l'époque comme étant un combat d'avant-garde. Et puis, à l'avènement du roi bourgeois Louis-Philippe Ier, Victor Hugo va s'afficher en tant que chef de file de la jeune génération de ce qu'on appelle l'école romantique. Et il va également, par la suite, maintenant, avoir une notoriété nationale et internationale grâce à 2 œuvres littéraires. On a Hernani et surtout l'intemporel Notre-Dame de Paris. Et donc, à partir de là, il va, après la poésie et le roman, il va aussi se lancer dans un autre style d'écriture, c'est-à-dire le théâtre, avec un autre grand écrivain de l'époque qui s'appelle Alexandre Dumas. Il va même fonder un théâtre qu'on appelle le Théâtre de la Renaissance en 1838 et il va écrire une pièce de théâtre justement pour ce théâtre de la Renaissance qui s'intitule Ruy Blas, qui est une pièce de théâtre très très célèbre qui va avoir aussi un très bon succès. Et donc cette pièce de théâtre va l'amener à voyager aussi bien à l'intérieur de la France qu'en Europe. Et à partir de là, il va multiplier un certain nombre de notes et de croquis. Et ces notes et croquis-là vont être la base du livre qu'il écrira 30 ans plus tard qu'on appelle Germinal. Et lorsqu'aujourd'hui même, certaines notes et certains croquis peuvent être encore... Germinal? Oui, peuvent... pas Germinal, les Misérables. Jean-Paul, les Misérables. Je parle j'allais sortir du studio. Non, c'est parce que Germinal, c'est Émile Zola. Émile Zola, c'est parce que les deux se ressemblent, voilà. Oui, c'est un peu des histoires similaires. Voilà, exactement. Les Misérables. À partir de cette tournée qu'il va faire en France et en Europe dans le cadre de la pièce de théâtre Ruy Blas avec le Théâtre de la Renaissance qu'il a fondé avec Alexandre Dumas, il va commencer à écrire et à prendre des notes de ce qu'il va devenir 30 ans plus tard, donc le célèbre roman Les Misérables. Et donc, à partir de là, il va être à fond un peu dans
dans le théâtre, jusqu'à ce qu'un événement tragique le détourne totalement de toute publication d'envergure pendant une dizaine d'années, avec la disparition tragique en 1843 de sa fille Léopoldine, qui va mourir noyée. Et à partir de là, même si il n'est plus, il cesse d'écrire, il cesse de publier des œuvres, mais il n'en demeure pas moins une figure importante de la culture et de la littérature française, puisque dès 1841, il va rentrer à l'Académie française et en 1845, il va même rentrer au Collège de France. Et donc, il va, comme je l'ai dit, devenir une véritable figure notable, mais il y a déjà aussi derrière le fait qu'on a aussi une nouvelle génération d'écrivains qui commence déjà à le contester en estimant que lui, plutôt, il faisait partie de l'ancienne génération. Des écrivains tels que Gustave Flaubert, qui se considéraient comme dans la jeune génération, va être de ceux qui vont essayer de pousser un peu vers la sortie Victor Hugo. Et puis, Gustave Flaubert, c'est le gars qui a écrit Madame Bovary. Exactement. Et puis, Victor Hugo va donc sortir de son mutisme, je dirais, intellectuel à partir de la Révolution républicaine de 1848 qui va être animée par les libéraux et des républicains modérés. Lui-même, bien que n'ayant pas participé à cette révolution, il ne va pas s'y opposer en raison de son passé royaliste. Mais les mois qui suivent, il va véritablement changer de conscience et il va partir de ce royaliste pour devenir un socialiste. Et donc, à partir de là, il va se muer en véritable champion de la révolution des peuples et va même en appeler à la création des États-Unis d'Europe. Il va aussi s'engager par la suite aux côtés de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier et candidat aux premières élections présidentielles au suffrage universel direct, parce qu'il appréciait justement le côté social, voire socialiste du neveu de Napoléon Ier. Et donc, par la suite, ils vont entrer en brouille avec le vice-président de Louis-Napoléon Bonaparte. Pourquoi ? Parce que le vice-président était un peu le chef de gouvernement et Victor Hugo, comme il convoitait le portefeuille du ministère de l'Éducation dans le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, chose qu'on va lui refuser. Et donc, c'est ça qui va faire qu'il va décider de se brouiller avec Louis-Napoléon Bonaparte et de s'écarter de son gouvernement. Puis, on se rappelle ici, après son mandat, Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État par lequel il va rétablir l'Empire. Et ça va évidemment heurter Victor Hugo, qui va donc décider volontairement de s'exiler avec sa famille ainsi que sa jeune maîtresse qui s'appelait Juliette Drouet à Bruxelles en Belgique. Puis, il va rejoindre l'île anglo-germanique de Jersey avant de se déplacer une nouvelle fois pour s'installer sur celle de Guernesey. Il va donc résider sur l'île de Guernesey jusqu'à la chute de l'Empire, en refusant toutes les amnisties et le pardon de l'empereur qui le suppliait de revenir en France. Donc durant toutes ces années-là, pendant près de 2 décennies, il va refuser, en dépit des appels de l'empereur lui demandant de revenir en France, il va refuser de revenir. Et donc, lorsque la chute de l'Empire va avoir lieu en 1848, après l'élection d'un nouveau président de la République, c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider de à la fois revenir en France et se lancer véritablement dans ce qui est considéré comme l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. J'en ai parlé un peu plus tôt, c'est Les Misérables. Et donc, il va se lancer dans l'écriture des Misérables, et la publication du roman en 1862 va lui valoir une popularité dans tous les pays et surtout au sein de toutes les classes sociales. Et puis, après le succès, on dira national et international des Misérables, Victor Hugo va enfin consentir à rentrer à Paris au lendemain de la proclamation de la République, le 5 septembre 1870. Il est alors âgé de 80 ans et il rentre à Paris où les Parisiens lui accordent un accueil chaleureux parce que certains notes racontent que lorsqu'il va rentrer dans Paris, tout le long de son passage jusqu'à son domicile, les Parisiens vont déposer le long de la route des fleurs, et cette attention va lui porter, va le toucher énormément, parce que justement le quartier où il habitait, c'est-à-dire la rue numéro 130 de l'avenue d'Hélios, va même être débaptisée pour porter le nom de la rue
Victor Hugo. Et donc Victor Hugo sera l'une des rares personnalités à avoir habité dans le nom d'une rue qui porte son nom de son vivant. Voilà, c'est dire véritablement la notoriété qui était la sienne. Et puis, malheureusement, il va décéder le 22 mai 1885, comme je l'ai dit. 1885, et à ce moment-là, il va bénéficier de funérailles nationales où la plupart des hommes politiques, la plupart des classes populaires vont faire le déplacement, et selon les témoignages aussi, c'était un grand moment de recueillement et un grand moment d'émotion que les Français vont partager au moment de sa disparition. Il faut savoir que il est aussi le contemporain d'une autre personnalité scientifique qui avait marqué l'histoire de la France, à savoir Louis Pasteur. Et donc à cette époque-là, à ce moment-là, Louis Pasteur et Victor Hugo incarnaient ce que la France avait de plus grand et de plus beau. Sur le plan littéraire, on avait Victor Hugo, et sur le plan scientifique, on avait Louis Pasteur. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette personnalité. Victor Hugo, il a ici écrit Notre-Dame de Paris. C'est lui qui a inventé le personnage Quasimodo. Exactement. Wow. Voilà. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.